la marine israélienne a tiré directement sur le goulet d'étranglement des Houthis au Yémen. Bienvenue dans l'émission Boots on the Ground. Je suis votre présentateur, Yair Pinto, et je vous présente ce qui se passe réellement en Israël en vous donnant toute la vérité. Tôt mardi matin, une frappe sur le port yéménite de Hodeïda, contrôlé par les Houthis, a été effectuée à l'aide de missiles tirés depuis des navires israéliens. Les missiles visaient le port afin de réduire les activités commerciales maritimes de l'organisation terroriste. En réponse, 12 heures plus tard, les Houthis ont lancé un autre missile balistique en direction d'Israël. Et j'ai dû me précipiter dans un abri au milieu du tournage d'un reportage avec Eric Steckelbeck. Et avec moi, des millions d'autres Israéliens dans le centre et le sud du pays se sont réfugiés dans leurs abris. Des fragments d'intercepteurs sont tombés à Beit Haïlit, près de Jérusalem, mais aucun dégât ni blessé n'a été signalé. Pendant ce temps, l'Iran a menacé directement de frapper la centrale nucléaire israélienne de Dimona. Et les États-Unis ont répondu par une menace de leur côté. Le président Trump a déclaré aux journalistes que l'Iran était devenu plus agressif dans les négociations de l'accord nucléaire, tandis que des responsables américains ont déclaré à Fox qu'il semble que l'Iran fasse traîner les négociations sans progrès alors qu'il poursuit ses efforts nucléaires. Et aux États-Unis, le ton à l'égard de l'Iran semble enfin se durcir. Mati Shoshani, analyste principal de TBN Israël pour le Moyen-Orient, nous présentera plusieurs déclarations récentes du président Trump, de l'ambassadrice Huckabee et une autre source haut placée qui montre clairement que la patience américaine avec les gardiens de la Révolution est sur le point de s'épuiser. Par exemple, lors d'un entretien téléphonique avec le Premier ministre Benjamin Netanyahou lundi, Trump a promis de renforcer les sanctions contre l'Iran, tandis que Netanyahou, pour sa part, a fait part de l'évaluation d'Israël, selon laquelle il n'y a aucune chance de faire bouger l'Iran de sa position fondamentale, à savoir qu'outre l'enrichissement d'uranium, la question des missiles balistiques doit également être abordée. Pendant ce temps, dans les négociations avec l'organisation terroriste du Hamas, après l'annonce par Netanyahou de progrès dans les pourparlers, une source au fait des détails a déclaré que les États-Unis voient une certaine flexibilité dans la position du Hamas en ce qui concerne les garanties pour mettre fin à cette guerre. Après l'élimination de Mohamed Sinwar, il n'y a plus aucun adulte responsable dans la bande de Gaza à qui parler et négocier, mais en coulisses, les médiateurs font encore pression sur le Hamas. Entre-temps, un incident inhabituel s'est produit dans la bande de Gaza. Des soldats de la brigade Givati ont éliminé des terroristes du Hamas déguisés en femmes. Lors d'une autre opération menée par les forces de combat de la brigade Givati, des armes ont été localisées, y compris des tubes de lanceurs utilisés par le Hamas et constituant une menace pour les forces de Tsahal. L'unité du porte-parole de Tsahal a donné une mise à jour sur ce rapport que la brigade 188 a terminé une opération pour détruire plus de 1200 infrastructures terroristes à Kirbet Irsa et d'étendre la zone de sécurité face à Israël et aux communautés israéliennes. Pendant ce temps, le Hamas perd son emprise sur la bande de Gaza avec la montée en puissance d'autres centres de pouvoir et l'augmentation du chaos et de l'anarchie. Mais le Hamas exerce toujours une influence considérable sur les récits diffusés par les médias internationaux. Cette influence s'est manifestée ces derniers jours par des images montrant des habitants de Gaza fuyant les tirs à proximité de centres d'aide, alors que le Hamas et son porte-parole accusent Israël. Dans le même temps, des voyous se sont emparés de produits d'aide et les ont vendus au marché noir à Gaza. En arrière-plan, nous voyons la montée en puissance de Yasser Abou Shabab, qui est considéré comme proche d'Israël et qui essaie d'établir un régime alternatif à Rafah qui saperait le contrôle du Hamas. Dans le même ordre d'idées, il a été révélé cette semaine que des camions d'aide humanitaire des Nations Unies ont atteint les domiciles privés de dirigeants du Hamas, alors que de nouvelles données ont mis au jour un mécanisme systématique par lequel le Hamas fait passer clandestinement des marchandises dans des camions des Nations Unies, récoltant ainsi des millions de dollars pendant cette guerre. Les images montrent une coopération directe et clandestine entre les terroristes du Hamas et les agents du Programme alimentaire mondial des Nations Unies. Nous avons beaucoup de choses à nous dire aujourd'hui, alors plongeons dans les détails. Je suis Yair Pinto et voici votre rapport Boots on the Ground qui vous donne toute la vérité sur ce qui se passe en Israël au 614e jour de la guerre contre le Hamas, le Hezbollah, les Houthis au Yémen, les milices chiites en Irak et tous les autres groupes armés de la région qui agissent sous les ordres du corps des gardiens de la révolution islamique d'Iran qui est à la tête de l'axe du mal dans tout le Moyen-Orient. Et nous tous,
À TBN francophone, nous vous remercions chaleureusement pour votre soutien. Merci de nous aider à répandre la vérité. Si vous voulez nous aider à toucher plus de monde, abonnez-vous et ne manquez plus jamais un épisode de Boots on the Ground. Un instant avant de vous présenter les détails de la frappe navale sans précédent d'Israël sur les Houthis au Yémen, nous commencerons comme d'habitude par ce qui se passe dans la bande de Gaza dans la guerre contre l'organisation terroriste du Hamas. Les forces de Tsahal du commandement sud ont continué à opérer au cours des dernières 24 heures dans le cadre de l'opération Chariot de Gédéon. La 188e brigade de Tsahal a récemment achevé une opération de grande envergure dans la bande de Gaza, au cours de laquelle plus de 1200 infrastructures terroristes ont été détruites dans la région de Khirbet Irsa, l'un des principaux bastions du Hamas dans le sud de la bande de Gaza. L'opération visait à élargir la zone de sécurité face aux communautés du Negev occidental et à éliminer la menace permanente qui pèse sur les habitants de la bande de Gaza et les Israéliens à la frontière avec Gaza. Khirbet Irsa sert de base centrale pour les terroristes du Hamas qui ont participé au massacre du 7 octobre 2023. Selon l'unité du porte-parole de Tsahal, des centaines de terroristes sont partis de cette zone lors de cet assaut brutal. L'opération s'est donc concentrée sur la localisation et la destruction des infrastructures souterraines et aériennes qui ont permis l'attaque. Et pendant l'opération, les combattants de la 188e brigade de combat, aidés par les commandos Yahalom, ont agi avec précision tant dans les travaux d'ingénierie terrestre que dans les frappes aériennes. Entre autres choses, les forces de Yahalom ont localisé et détruit un tunnel souterrain d'environ 500 mètres de long et 25 mètres de profondeur utilisé par les terroristes pour des activités secrètes. Il a également été rapporté que des dizaines de terroristes du Hamas ont été éliminés au cours des batailles alors qu'ils tentaient de combattre les forces ou de se cacher dans des bâtiments et à l'intérieur de tunnels. Les troupes de Tsahal ont opéré avec prudence mais détermination dans le but de minimiser les dommages causés à nos forces tout en éliminant la menace qui pèse sur les civils. Le porte-parole de Tsahal a déclaré « L'action menée à Khirbet Irsa s'inscrit dans le cadre d'un vaste effort visant à s'attaquer au cœur du terrorisme du Hamas et à faire en sorte qu'il ne menace plus les habitants d'Israël. Nous continuerons à agir avec force partout où des activités terroristes sont menées. » Un commandant de bataillon de la 188e brigade, le lieutenant-colonel Di, a ensuite expliqué que le Hamas avait profité du fait que le quartier était vide de civils depuis 6 mois pour y installer de nombreuses infrastructures qui servaient de repères aux terroristes. Et ailleurs, un événement inhabituel s'est produit lors de l'opération de l'équipe de combat de la brigade Givati, lorsque les forces ont identifié 2 terroristes déguisés en femmes, transportant des sacs depuis une zone militaire utilisée par le Hamas. Une frappe aérienne a été déclenchée sur la position, ce qui a permis d'éliminer ces terroristes. Lors d'une autre action de l'équipe de combat de Givati, des armes ont été localisées, notamment des tubes de lanceurs utilisés par le Hamas et constituant une menace pour les forces de Tsahal ainsi que pour les civils israéliens. Au milieu de toute cette activité sur le terrain, l'armée de l'air était également en action, frappant des dizaines de cibles militaires dans la bande de Gaza. Les cibles touchées comprenaient des terroristes, des bâtiments militaires, des tunnels, des dépôts d'armes et d'autres infrastructures militaires utilisées par le Hamas. Pendant ce temps, la milice du Front populaire dirigée par Yasser Abu Shabab a annoncé dans la nuit de lundi à mardi qu'une de ses cellules avait tendu une embuscade à des terroristes du Hamas dans la bande de Gaza, causant la mort de 5 membres de l'unité Shaham de l'organisation. Et selon un porte-parole haut placé de la milice, cette action a été menée après une attaque contre eux par l'unité de Shaham ou Arrow, l'unité de police du groupe terroriste qui traque les opposants accusés de collaboration avec Israël ou de vol de fournitures humanitaires. Le responsable de la milice a qualifié l'unité du Hamas de bande terroriste qui opprime le peuple. Des chaînes identifiées comme étant des opposants au Hamas ont confirmé la nouvelle des affrontements entre les 2 groupes palestiniens. Vous ne savez donc probablement pas grand-chose de ce groupe appelé Milice des Forces Populaires, dirigé par Abu Shabab. Ne vous inquiétez pas, jusqu'à récemment, je ne savais pas grand-chose d'eux non plus. Mais prochainement, TBN francophone vous présentera un aperçu détaillé de ce groupe
dans lequel je vous dirai tout sur la stratégie d'aide aux factions à l'intérieur de Gaza qui cherchent à renverser le Hamas. N'oubliez pas de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait afin d'être informé de la publication de ce reportage. Je dois maintenant vous parler d'une autre chose qui se passe dans la bande de Gaza. Ces derniers jours, de plus en plus d'images provenant de Gaza montrent des habitants vivant à proximité des centres de distribution d'aide humanitaire, se cachant pour échapper aux balles qui sifflent autour d'eux. D'où viennent ces balles tirées sur des personnes qui cherchent simplement à se procurer de la nourriture? Je n'en sais rien. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Ainsi, le Hamas et ses porte-paroles accusent Israël et les médias internationaux répètent aveuglément ces accusations comme s'il s'agissait de faits évidents. L'armée israélienne reconnaît avoir tiré des coups de semonce sur des personnes qui s'approchaient d'elle avec une intention hostile manifeste, mais il est probable que le Hamas utilise ces coups de semonce comme prétexte pour tirer directement sur la foule afin que Israël soit tenu responsable des décès. Dans ce contexte, le porte-parole arabe de Tsahal, Avichai Aderi, a déclaré dans une vidéo diffusée ce week-end « Arrêtez de répandre des fausses nouvelles et des mensonges à propos de l'aide humanitaire. Le Hamas a peur. Les dirigeants du Hamas ont peur. Ils craignent de perdre le contrôle des civils. » Dans le même ordre d'idées, le Bureau du contrôle des avoirs étrangers du Trésor américain a annoncé mardi qu'il imposait des sanctions à 5 personnes et 5 organisations caritatives situées en dehors des États-Unis qui servent de couverture pour transférer des fonds à l'aile militaire du Hamas. Parmi les entités désignées figure la Isra Charitable Foundation des Pays-Bas, membre de l'Union of Good International Charity Union, identifiée comme une organisation terroriste par les États-Unis en 2008 et placée directement sous la direction militaire du Hamas. Amin Rachid, haut responsable du Hamas en Europe, qui représente donc la fondation, a collecté des millions de dollars pour le Hamas par l'intermédiaire d'organisations caritatives fictives. Sa fille, Issa Abou Rachid, travaillait également pour la fondation et menait des campagnes de collecte de fonds pour le Hamas. Mais une enquête sous couverture d'Adkan a révélé les liens d'Abou Rachid avec le Hamas. Et le secrétaire adjoint au Trésor des États-Unis, Michael Flackender, a déclaré que le Hamas et le Front populaire tentent de contourner les systèmes internationaux en utilisant cyniquement des organisations caritatives. Nous ne les laisserons pas exploiter la couverture humanitaire pour financer des actions terroristes brutales, y compris des attaques contre des citoyens américains et nos alliés. À ce propos, de nouvelles données obtenues par le portail d'information Israël Hayom montrent comment le Hamas s'est emparé de l'aide en coopération avec les organisations des Nations Unies, au détriment de 2 millions de résidents de Gaza. Selon le rapport, le Hamas avait mis en place des méthodes bien rodées pour trouver des failles dans le processus d'entrée des marchandises et avait créé un mécanisme lui permettant de faire passer en contrebande des marchandises telles que des appareils de communication et des cigarettes via des camions d'aide. Il a ainsi récolté des millions de dollars pendant la guerre. Dans d'autres cas, dans le nord de la bande de Gaza, le Hamas a saisi les camions et les marchandises et a déclaré aux civils qu'il était responsable de leur distribution, tandis que les travailleurs humanitaires restaient à l'écart. Autre fait incroyable, les camions d'aide, parfois au nombre de 600 par jour, ont été dirigés directement vers les domiciles des dirigeants du Hamas et déchargés dans les entrepôts du groupe. Ces données montrent que le Hamas travaille systématiquement main dans la main avec les organisations d'aide des Nations Unies. Cela rappelle sa coopération avec l'UNRWA avant le 7 octobre. Ainsi, tout au long de la guerre, même lorsque les dirigeants du Hamas eux-mêmes ont annoncé qu'ils s'étaient emparés des installations des Nations Unies et qu'ils y avaient distribué de l'aide, les Nations Unies n'ont jamais mis en garde contre l'appropriation de l'aide par le Hamas. Au contraire, à l'heure actuelle, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, mène une campagne de pression contre l'American Aid Foundation dans la bande de Gaza, qui vise à rompre le lien entre les terroristes du Hamas et l'aide humanitaire, sapant ainsi le travail sur le terrain visant à empêcher toute coopération avec cette organisation et cherchant en fait à préserver le mécanisme qui a largement alimenté les architectes du terrorisme du 7 octobre et leurs agents. Alors les amis, ici à TBN francophone, nous continuerons à rendre compte de chaque développement dans la bande de Gaza et comme toujours, nous vous invitons à nous aider à répandre la vérité. Partagez et suivez-nous
Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Nous restons dans l'actualité de la bande de Gaza, mais nous nous concentrons légèrement sur les négociations en cours pour ramener nos otages à la maison. 1 semaine et demie après que le Hamas ait rejeté le cadre Witkoff dans sa nouvelle forme, le Premier ministre Benjamin Netanyahou a déclaré que des progrès significatifs avaient été réalisés, mais mardi, son bureau a modifié son avertissement pour parler de quelques progrès. Quoi qu'il en soit, avec l'élimination de Mohamed Sinwar, le Hamas à Gaza se retrouve sans hauts dirigeants crédibles avec lesquels Israël peut négocier et l'influence des figures du groupe terroriste à l'étranger qui ne ressentent pas la pression militaire exercée sur le groupe dans la bande de Gaza a augmenté. Les médiateurs continuent d'exercer des pressions en coulisses et si le Hamas continue de traîner les pieds, il risque l'anéantissement. Les pourparlers entre les médiateurs, le Hamas et Israël n'ont pas cessé ces dernières semaines, bien qu'aucune avancée n'ait été enregistrée. L'accent reste mis sur la mise en œuvre des grandes lignes de Witkoff qu'Israël a acceptées, mais auxquelles le Hamas a ajouté ses propres conditions que Witkoff a qualifiées de totalement inacceptables et qui ne constituent qu'un pas en arrière. Israël travaille actuellement avec les médiateurs sur des versions possibles de l'ébauche afin de convenir de certains paramètres qui pourraient faire avancer les pourparlers. Si les réponses qu'il reçoit sont satisfaisantes, Israël pourrait envoyer une équipe de négociation à Doha, au Qatar ou au Caire, en Égypte. Passons maintenant aux nouvelles du Yémen. Mais d'abord, rappelez-vous que TBN francophone vous apportera toute la vérité et nous vous demandons de nous soutenir. Si vous voulez nous aider à créer plus de vidéos comme celle-ci, visitez tbnfr.org/don ou cliquez sur le bouton « Faire un don » sur YouTube et ensemble, vous pouvez nous aider à diffuser la vérité à un plus grand nombre de personnes. Mardi matin, Israël a de nouveau frappé durement le port de Hodeïda, au Yémen, contrôlé par les Houthis, mais cette fois-ci, il ne l'a pas fait depuis les airs, mais depuis la mer, avec l'aide de vedettes lance-missiles de la marine et non d'avions, selon les informations relayées par les médias proches des Houthis concernant les frappes de l'armée israélienne dans cette région. Le porte-parole de l'armée israélienne a déclaré que cette attaque était une réponse à l'agression du régime terroriste Houthi envers l'État d'Israël, qui a lancé des missiles sol-sol et des drones sans pilote contre le pays et ses citoyens. La frappe visait à aggraver les dommages causés à l'utilisation militaire du port, qui se poursuit malgré les frappes précédentes de Tsahal. Selon les forces israéliennes, le port est utilisé pour transférer des armes et constitue un nouvel exemple de l'utilisation par les Houthis des civils et des infrastructures civiles à des fins terroristes. Mais au-delà de cela, le fait de frapper Hodeïda à partir de navires de la marine envoie un message important à l'ensemble de la région. Les missiles visaient les quais du port yéménite, mais aussi symboliquement Téhéran. Toutefois, la difficulté d'une attaque par voie maritime ne réside pas dans l'atteinte des cibles situées à environ 2000 km d'Israël, mais dans le voyage de retour. Une fois les missiles tirés, les bateaux révèlent leur position et deviennent visibles. Comme ils sont beaucoup plus lents que les avions de chasse, ils sont beaucoup plus vulnérables aux contre-attaques des Houthis. Tsahal savait tout cela avant les attaques, mais elle s'est sentie en confiance pour envoyer ses navires dans une mission qui, jusqu'à récemment, était exclusivement réservée à l'armée de l'air. On peut donc se demander pourquoi frapper à partir de la mer. Avez-vous la réponse à cette question? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Il y a donc 3 raisons principales à cela. Premièrement, Israël voulait envoyer un message sur ses capacités et montrer que sa puissance de frappe militaire ne se limite pas à l'armée de l'air. Les routes navales permettent également la collecte de renseignements et même le débarquement de commandos. Deuxièmement, les navires de la marine, bien que plus lents, sont équipés de nombreux systèmes de défense, notamment des radars à longue portée, des intercepteurs Iron Dome, des armes anti-aériennes et un système laser de protection léger. Enfin, Israël souhaitait mettre en évidence les faiblesses des Houthis après que l'armée israélienne ait paralysé leurs forces aériennes et frappé leurs capacités maritimes dans le golfe d'Éden. Les navires ont probablement navigué sous la surveillance de l'armée de l'air. Des missiles précis lancés depuis la mer permettent aux navires de rompre rapidement le contact et de rentrer chez eux. Israël a néanmoins respecté les protocoles habituels lors de cette opération, notamment en avertissant les résidents civils du port de quitter la zone
pour leur propre sécurité plusieurs heures avant d'ouvrir le feu. Environ 12 heures après l'attaque navale israélienne contre le port de Hodeida, des sirènes ont retenti dans le centre et le sud d'Israël à la suite de tirs provenant du Yémen. Les sirènes ont retenti à 19h50. À Tel Aviv, Jérusalem, Holon, Bat Yam, Givatayim, Ramat Gan, Rishon LeZion, Gan Yavne et dans des dizaines d'autres villes. L'armée israélienne a déclaré par la suite qu'un missile avait probablement été intercepté à l'aide d'intercepteurs supplémentaires lancés vers les débris et que ceux-ci avaient atterri près de Jérusalem et au sud d'Hébron. Comme vous pouvez le voir dans ce court film que j'ai réussi à capturer, j'étais en direct avec Eric Stakelbeck de TBN sur Stakelbeck Tonight au moment où le missile est apparu dans le ciel de Jérusalem. Après avoir filmé l'interception, j'ai dû me précipiter pour me mettre à l'abri alors que les intercepteurs illuminaient le ciel. Ce tir fait suite à un lancement de missiles par les Houthis, lundi, qui a échoué et a atterri en Arabie Saoudite. Et le dernier tir qui a déclenché les sirènes d'alarme en Israël a eu lieu jeudi soir lors de manifestations à Jérusalem et Tel Aviv. Ce missile a été intercepté, mais il a déclenché les alarmes à Jérusalem, en mer Morte, en Judée-Samarie et dans d'autres régions du pays. 2 heures plus tard, les Houthis ont revendiqué le tir, affirmant qu'ils visaient l'aéroport international Ben Gourion en Israël, en représailles à la famine de Gaza et à l'idée de frappe dans le quartier de Daria à Beyrouth, au Liban, qui visait une usine de drones du Hezbollah. Alors les amis, continuez à répandre la vérité, partagez et suivez-nous. Et n'oubliez pas de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Et si vous voulez nous aider à créer d'autres vidéos comme celle-ci, rendez-vous sur tbnfr.org/don ou appuyez sur le bouton « Faire un don » sur YouTube. Nous allons maintenant parler de l'accord nucléaire avec l'Iran et de ses dernières menaces. Prenons le temps d'examiner la coopération entre Trump et Netanyahou, qui menace Khamenei en disant qu'une attaque contre l'Iran est possible, mais pas tant que les négociations sont en cours. Avec la crise potentielle qui se profile dans les négociations nucléaires entre les États-Unis et l'Iran. L'appel téléphonique de lundi entre Trump et Netanyahou et le rassemblement de sécurité qui a suivi dans le bureau du Premier ministre avaient pour but de créer une menace crédible avant toute action militaire israélo-américaine. Cependant, il a également été convenu que l'armée de l'air ne recevra pas l'ordre de frapper l'Iran tant que Washington n'aura pas annoncé l'échec des négociations. Nous nous tournons maintenant vers Mati Shoshani, analyste principal de TBN pour le Moyen-Orient, qui nous présente les aspects clés d'une frappe conjointe et nous explique pourquoi tout le monde sait que la patience des États-Unis est à bout. C'est à vous. Cela fait des mois d'aller-retour et il semblait que les choses étaient au point mort entre l'Iran, les États-Unis et Israël. Mais toute cette pression accumulée, toute cette tension et toutes ces phases de négociations bloquées qui ont fait l'actualité pendant, semble-t-il, près de 2 mois, il semble que nous arrivions enfin à un point décisif. Laissez-moi vous expliquer. Il y a 2 jours, c'est-à-dire lundi soir, heure d'Israël, le Premier ministre Netanyahou et le président Trump ont eu un appel téléphonique de 40 minutes. Au cours de cet appel, plusieurs choses très intéressantes se sont produites qui peuvent être interprétées dans différentes directions. Certains ont interprété la conversation et son contenu comme suit. Israël, arrêtez d'attaquer l'Iran. D'autres ont interprété cela comme Trump demandant à Netanyahou de suspendre l'attaque en raison des négociations. Mais on peut également considérer que les États-Unis et Israël s'alignent à nouveau, discutent et confirment le calendrier de la poursuite des opérations contre les Iraniens, à la fois sur le plan diplomatique et sur le plan militaire, et ainsi de s'aligner sur le calendrier et les paramètres de cette entente entre les 2 pays. Et si vous regardez la communication émanant d'Israël et des États-Unis, vous pouvez voir que les 2 messages se rapprochent de plus en plus l'un de l'autre. S'il y a eu une hésitation du côté américain ces dernières semaines, s'ils allaient ou non permettre aux Iraniens de conserver tout type d'uranium enrichi et la capacité de continuer à enrichir de l'uranium, eh bien, ce n'est plus le cas maintenant. Witkoff et le président Trump se sont entendus très clairement pour dire qu'ils n'ont pas l'intention de permettre aux Iraniens de continuer à enrichir de l'uranium et qu'ils vont retirer tout l'uranium enrichi de l'Iran.
car jusqu'à présent, le pire scénario pour Israël était que les Iraniens obtiennent un accord faible qui leur permettrait de conserver leur stock d'uranium enrichi et aussi de poursuivre l'enrichissement de leur uranium. Cela signifie que si nous attendons encore 1 an, 18 mois, les Iraniens pourraient avoir suffisamment d'uranium enrichi pour fabriquer de nombreuses bombes, des dizaines de bombes nucléaires. Ce que nous voyons se produire est un alignement de l'agenda, un alignement des messages et un alignement sur l'action entre le gouvernement israélien et le gouvernement américain. Cela aurait pu être interprété comme le fait que Trump dise à Netanyahou de s'asseoir sur la touche et d'attendre. Mais on peut aussi comprendre cela très différemment, dans la mesure où Trump a rendu public son intention de désarmer complètement le programme nucléaire iranien. Il dit à Netanyahou que ce n'est qu'une question de jours, voire de semaines, avant que nous n'examinions toutes les options possibles dans le cadre de cette négociation, ce qui nous obligerait à prendre des mesures militaires. Il semble que ce que les États-Unis essaient de faire en ce moment, c'est de s'assurer que les Iraniens ont la possibilité de négocier de bonne foi et de passer en revue tous les scénarios et toutes les conversations possibles dans le cadre de la négociation. Depuis de nombreuses semaines, les Iraniens jouent un jeu qui consiste à refuser les demandes essentielles formulées par les États-Unis, qui n'ont formulé que 2 demandes très claires. Arrêter d'enrichir de l'uranium, c'est l'une d'entre elles. La seconde, et la plus importante, est de se débarrasser de tous les stocks d'uranium enrichi que vous possédez actuellement. Les Iraniens ont répliqué à cette demande sous différents angles et en utilisant de très nombreux mots. Nous en sommes arrivés au point où il semble que le message du gouvernement américain à Israël soit le suivant. Écoutez, nous avons à peu près compris où mènent ces négociations et cela ne semble pas très prometteur. Mais donnez-nous encore quelques semaines, car nous avons presque fini d'examiner l'ensemble de la conversation sous tous les angles possibles et d'écouter les 2 parties. Et si nous y parvenons, nous passerons à l'action militaire. Nous sommes aujourd'hui à un stade où tous les chemins mènent à un point culminant, un moment cathartique où les choses deviennent claires, où il apparaîtra clairement à toutes les parties concernées si les Iraniens sont capables et disposés à entamer des négociations, car ces 2 questions doivent trouver une réponse. Ils pourraient le vouloir, mais ne le peuvent pas en raison de pressions internes au sein de leur gouvernement et de leur peuple. Et la question de savoir si les États-Unis et Israël devront ou non recourir à l'action militaire. Nous nous trouvons dans une situation très délicate, très dangereuse et perfide en ce qui concerne les Iraniens. S'ils sont à quelques semaines d'obtenir de l'uranium de qualité militaire, de l'uranium enrichi à 90%, c'est un problème. S'ils sont à quelques mois, voire à 6 ou 12 mois, c'est une très mauvaise nouvelle pour le peuple israélien. Et si nous avons un accord qui leur permet de le faire sans divulguer totalement leurs opérations, sans renoncer totalement à leurs réserves d'uranium enrichi, nous aurons un très gros problème en tant que pays. Et d'ailleurs, de nombreux autres pays du Moyen-Orient le sont aussi, ainsi que les États-Unis, car il s'agit d'une force déstabilisatrice pour tous ceux qui nous entourent. La plus grande crainte d'Israël était et reste la question de savoir si l'accord sera faible, un accord qui nous laisse en dehors de la conversation et qui permette à l'Iran de continuer à enrichir de l'uranium dans le secret et de conserver ce qu'il a, et pire encore, obtenir la levée des sanctions qui leur sont imposées. Je pense que nous sommes sur le point de contourner ce problème. Il semble que nous soyons une fois de plus en train de nous aligner sur les Américains, où les gouvernements américains et israéliens s'unissent, et nous allons arriver à un point où la conversation est forcée. Oui, un accord, où allons-nous nous engager sur la voie d'une action militaire? Comme toujours, je vous laisse avec une pensée claire. Nous vivons une période complexe et volatile où de nombreux éléments sont en jeu. Nous devons continuer à prier pour nos dirigeants, en particulier pour le Premier ministre israélien et le président américain, afin qu'ils fassent preuve de sagesse, car nous vivons une période difficile. Il y a beaucoup de pièces en mouvement, et la réalité dans laquelle nous vivons est extrêmement complexe. Mais Dieu est souverain et il a été fidèle au peuple d'Israël et à son peuple à maintes reprises. Revenons à Yair Pinto. Merci beaucoup, Mati Shoshani, d'avoir apporté un peu de clarté dans cette situation très confuse. Ici, à TBN francophone, nous travaillons jour et nuit pour vous apporter toute la vérité sur ce qui se passe en Israël afin que vous sachiez comment prier pour la paix à Jérusalem. Et comme toujours, nous vous demandons de nous aider à diffuser la vérité en partageant nos vidéos sur YouTube, en vous abonnant à cette chaîne et en nous suivant sur les réseaux sociaux. Et les amis, si vous voulez faire plus que ça, si vous voulez nous aider à créer plus de vidéos comme celle-ci, visitez tbnfr.org/don ou appuyez sur le bouton « Faire un don » sur YouTube pour nous aider à créer plus de vidéos à la manière des Boots on the Ground. Et maintenant, je veux vous appeler une fois de plus à continuer à répandre la vérité et surtout à prier. Alors, les amis, quand vous priez pour Israël,
Faites-en une affaire personnelle. Priez pour qu'un otage détenu dans la bande de Gaza soit libéré et retrouve sa famille en Israël. Priez pour qu'un soldat de Tsahal et sa famille puissent être réunis en toute sécurité et donnez-leur la force nécessaire pendant qu'il sert son pays et nous protège tous. Prions pour tous les civils touchés par ces groupes terroristes, qu'il s'agisse du peuple palestinien dans la bande de Gaza, du peuple syrien, du peuple libanais, du peuple yéménite et du peuple israélien. Et surtout, unissez-vous dans la prière pour la paix à Jérusalem.